Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Normandie et sur France Bleu. On continue cette soirée spéciale législative, toujours en Seine-Maritime, avec nos tout premiers débats, édition 2024. À mes côtés, Bénédicte Robin, journaliste à France Bleu, est toujours avec moi. Ça va, Bénédicte ? Très bien, et vous-même, Émilie ? Très bien, ravie de passer la soirée avec vous. Avant de commencer le débat, on va peut-être rappeler quelques règles. 45 minutes de débat entre les principaux candidats des circonscriptions auxquelles nous avons choisi de nous intéresser ce soir. 45 minutes consacrées à 2 thèmes. Au milieu, une carte blanche laissée à chaque candidat à propos de laquelle chacun pourra réagir. Et enfin, pour terminer, chaque candidat aura 1 minute, pas 1 seconde de plus, pour conclure et convaincre. Il est le candidat Horizon dans cette 4e circonscription de Seine-Maritime. Il est également maire de Caudebec-les-Elbeuf. Bonsoir Laurent Bonnater. Bonsoir. La députée sortante de la circonscription Alma Dufour de la France Insoumise, investie par le nouveau Front Populaire. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez d'ores et déjà opposé en 2022. Il représente le Rassemblement national dans cette 4e circonscription de Seine-Maritime. Bonsoir Guillaume Plenel. Bonsoir mesdames, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les trois et merci d'avoir accepté de jouer le jeu du débat. Vous êtes candidat donc dans cette 4e circonscription de Seine-Maritime. Emmanuel Partouche et Laurent Mélin s'y sont intéressés en quelques chiffres. Historiquement, la 4e circonscription de Seine-Maritime est un fief de la gauche. Pendant 29 ans, Laurent Fabius a été élu député à chaque élection législative. Urbaine, cette circonscription regroupe les cantons d'Elbeuf, Caudebec-les-Elbeuf, Grand-Quevilly, Grand-Couronne et Maromme. Un territoire qui perd aujourd'hui des habitants. Ils sont un peu plus de 129 000 à y résider. La population est familiale avec un nombre important d'employés et d'ouvriers. Seuls 3% des familles sont considérées comme aisées. C'est 3 fois moins que la moyenne nationale. La question du pouvoir d'achat est donc centrale, d'autant qu'un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Depuis les années 2000, le score du Front National n'a cessé de progresser. En 2022, Alma Dufour l'a emporté face à Guillaume Plenel, mais le candidat du Rassemblement national était arrivé en tête au premier tour. Et comme pour la précédente circonscription, 2 thèmes ont été retenus ce soir, 2 thèmes à aborder. Commençons par le thème central de cette campagne. Comme ce fut le cas il y a 2 ans, le sujet qui préoccupe les Français, c'est le pouvoir d'achat. Quelles sont les mesures qui pourraient favoriser le pouvoir d'achat, nous redonner du souffle en quelque sorte ? Laurent Bonnater, vous avez réfléchi à quoi vous êtes avec Ensemble, Renaissance, avec le Premier ministre Gabriel Attal. On change quoi maintenant pour que ça aille mieux ? Alors, le pouvoir d'achat, c'est d'abord l'emploi. Il a été fait ces dernières années énormément d'efforts et de réussites pour recréer de l'emploi en France. L'emploi industriel avait beaucoup souffert, la 4e circonscription. J'y vis, j'y travaille depuis 20 ans, donc je la connais bien. J'ai connu les drames industriels de cette circonscription. Et il y a maintenant des bonnes nouvelles. J'aurai l'occasion d'y revenir parce que ça sera ma carte blanche tout à l'heure. Sur le pouvoir d'achat, le petit reportage le dit très bien. Nos concitoyens, dans nos communes, dans nos 21 communes, sont des gens modestes qui d'abord veulent travailler. Donc il faut pouvoir leur créer des emplois. Et puis, il y a beaucoup de retraités. Donc la question de l'indexation des retraites, c'est ce que nous proposons avec Édouard Philippe, avec Horizon. C'est ce que nous proposons d'indexer les recettes sur l'inflation. Ça veut dire quoi ? Parce que c'est un peu technique, indexer les retraites. Ça veut dire que les retraites avancent aussi vite que l'inflation progresse. On a eu des phases de très grande inflation et là, elle est un peu plus faible, mais elle continue à progresser malheureusement. Et donc, il faut que les retraites puissent accompagner ce mouvement-là. Pour le pouvoir d'achat, moi, je suis un élu local, vous savez. Je suis maire depuis 10 ans et tous les jours, concrètement, je prends des mesures. Pris des mesures extrêmement pragmatiques sur la cantine, sur les tarifs. C'est le cœur de ce qu'on fait au quotidien pour essayer de conforter... En tant que député, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je viens de vous le dire, l'indexation. Il y a un autre sujet qui est très cher. Les retraités, c'est très important, mais... L'énergie, c'est très cher pour tout le monde. Voilà. Et ben nous, on propose quelque chose, c'est que dès l'hiver prochain, on puisse baisser les tarifs d'énergie jusqu'à 15% pour faire Comme baisser... Renaissance, en fait. Oui, exactement, pour faire baisser... Alors, à l'hiver prochain... Parce que les tarifs vont baisser et c'est déjà... Non, mais c'est une proposition... C'est pas quelque chose c'est une proposition qui est faite, complémentaire, de pouvoir verser dès l'hiver prochain 200 € de plus, que ça coûte 200 € de moins, pour être très clair. À tous les... Pour clarifier juste une chose, est-ce que vous êtes ensemble avec la majorité présidentielle ? Est-ce que avec Renaissance ? Ça, c'est une autre question.
Merci. Alors, je vais répondre à cette question-là. Est-ce que vous êtes seul parce que en fait, les électeurs se posent la question. Alors déjà, je ne suis pas seul parce que je suis accompagné de beaucoup d'habitants de la circonscription. J'y vis, j'y travaille depuis 20 ans, je la connais parfaitement, cette circonscription. Et tous les jours, j'ai des témoignages très nombreux d'habitants, d'élus, d'associatifs, de socioprofessionnels qui me soutiennent. Donc déjà, je ne suis pas seul. Ensuite, la majorité présidentielle, ça ne vous a pas échappé, elle a été dissoute. Il n'y a plus de majorité présidentielle depuis dimanche dernier. Elle a été dissoute. Donc il faut qu'il y ait une majorité nouvelle qui se compose. Et ce que nous appelons de nos voeux avec Édouard Philippe, c'est une majorité élargie qui aille des sociodémocrates qui ne se reconnaissent pas dans la nouvelle NUPS, dans la LFI, qui n'ont pas envie de ça, jusqu'à ce qu'on appelait avant la droite républicaine, celle qui n'a pas choisi avec M. Ciotti d'aller... Concrètement, vous êtes macroniste ou pas ? Finalement, c'est la question qui se pose. Hein. Le président de la République, il est président de la République normalement pendant encore 3 ans. Donc il préside. La majorité, personne ne sait ce qu'elle sera demain. Il y aura sans doute d'anciens macronistes, évidemment, et heureusement que des députés sortants seront réélus, mais il y aura aussi des députés nouveaux. Moi, je n'étais pas candidat en 2022. Je suis un nouvel entrant, un nouvel acteur de ce débat politique ici sur la 4e circonscription. Horizon était déjà en fait dans la majorité présidentielle, c'est pour ça. On va parler pouvoir d'achat. Moi, j'ai essayé de répondre sur le pouvoir d'achat, mais qu'on clarifie cette chose. Je pense que c'est important aussi pour les électeurs, pour qu'ils s'y retrouvent. On va parler pouvoir d'achat. Premier ministre de M. Macron pendant 3 ans. Il a été Premier ministre pendant la période la plus dure, pendant celle du Covid. Il a réussi à mettre des centaines de milliers de personnes dans la rue. Ça s'appelle les Gilets jaunes au mois de novembre. Et c'est la dette qui démarre de façon assez spectaculaire. Il est totalement comptable du bilan de M. Macron. On va parler justement pouvoir d'achat, Guillaume Penel, si vous voulez bien. On va en parler avec vous même. Le RN proposait de passer la TVA à 5,5 sur les produits de première nécessité. Oui. Depuis quelques jours, on en parlait déjà lors du débat de la première circonscription. Depuis quelques jours, Jordan Bardella, il en parle un peu moins. Un petit peu moins parce Est-ce que ça reste l'urgence ou pas ? On vous pose la même question. Vous allez avoir des mesures d'urgence qui vont être prises si Jordan Bardella obtient la majorité absolue le 7 juillet. Il va y avoir dans un premier temps des mesures d'urgence, puis des grandes réformes qui vont avoir lieu au mois d'octobre. Si c'est évidemment l'urgence, et l'urgence pour le pouvoir d'achat, c'est baisser les taxes dans un premier temps parce qu'on peut le faire très vite. Sur les produits énergétiques, c'est-à-dire sur les carburants, sur le fuel, sur l'électricité, notamment en renégociant immédiatement les prix des tarifs de l'électricité. Je rappelle quand même que la France produit une électricité quasi gratuite pour ses habitants et les Français ont vu leur facture d'électricité augmenter dans des proportions absolument dramatiques. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des Français qui sont obligés de faire des choix, c'est-à-dire couper l'électricité, c'est-à-dire soit se chauffer, soit se loger ou soit se nourrir. Donc immédiatement, et qu'a prévu encore le gouvernement de M. Le Maire, c'est-à-dire au 1er juillet, c'est augmenter les tarifs du gaz de 11%. Immédiatement, on annulera cette proposition absolument infernale pour ceux qui, encore une fois, comptent les euros au centime près parfois. La baisse, pour revenir à ce que vous avez dit sur les tarifs, sur les produits de première nécessité, eh bien, elle interviendra en octobre, après un audit légitime qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une situation économique extrêmement précise de la France, car nous avons un bilan de 3 100 milliards de dettes. 3 100 milliards de dettes, c'est une proportion absolument inimaginable. Donc, avec le projet de loi de finances qui aura lieu au mois d'octobre, on pourra effectivement agir sur les produits de première nécessité. Voilà. Ça vous amuse que Moi, M. Guillaume Penel est en train de dire? Ça m'amuse des approximations d'un côté et de l'autre. Non, le principal problème du pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est que l'alimentation a pris 22% en 2 ans. L'électricité a pris 44% en 2 ans. Monsieur Bonater, et 30% ça, c'est... depuis 2021, l'électricité. 44, j'ai calculé. Ah non, je vous jure, 44. Oui, non, je vous jure. 44%, et c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Donc vous ferez partie de la majorité, et les groupes Horizon, les députés Horizon déjà élus à l'Assemblée nationale, ont voté contre notre proposition de loi avec les socialistes pour retourner au tarif réglementé de vente de l'électricité. Donc ne dites la pas... hausse du prix de l'énergie, ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. C'est juste le bilan du gouvernement. Non, l'électricité, monsieur, justement, voilà les approximations. De l'énergie au sens général. Pourquoi l'énergie a augmenté ? On va revenir sur l'électricité, monsieur. Là, vous entrez parfaitement dans les fake news macronistes qu'on nous sort depuis 2 ans. Le prix de l'électricité en France n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Il a tout à voir avec la libéralisation du service public de l'électricité qu'on avait. EDF était un monopole public. La vente de l'électricité était réservée à EDF. Et avant, on payait l'électricité à son coût de production. Voilà, c'est un marché européen. La France insoumise a été la seule au niveau européen à demander la sortie du marché de l'électricité. Monsieur Bardella s'est abstenu. Monsieur Bardella s'est abstenu. Pourquoi on n'a pas besoin d'être dans ce marché ?
marché, on peut toujours échanger avec nos pays voisins parce que la France est premier exportateur net d'électricité d'Europe. Aucun pays n'a intérêt. Vous êtes contre le nucléaire, madame. Vous êtes contre le nucléaire. Oui, c'est bizarre de c'est quand même un peu Laissez-moi finir. Vous voulez exporter l'électricité, mais vous voulez plus la produire. Vous voulez plus la produire de façon nucléaire. Je vous ai pas interrompu. On va finir sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous proposez, madame Dufour? Donc, il y a bloqué les prix de l'électricité, évidemment, encadrer les prix de l'industrie agroalimentaire qui s'est fait des marges incroyables ces 2 dernières années. Aujourd'hui, Nestlé a dépassé Total dans le numéro 1 du CAC 40 et c'est pas pour rien, il faut voir la tête des prix au supermarché. Et surtout, et là je suis désolée, vous êtes des hypocrites, indexer les salaires sur l'inflation. C'était ma dernière proposition de loi à l'Assemblée nationale, j'en étais rapporteur. Qui a voté contre? Le camp macroniste, Horizon inclus, et le Rassemblement national de monsieur Qui paye les salaires, madame Dufour? C'est vous? C'est l'État qui paye les salaires? Et alors, monsieur, qui paye les justement, j'ai auditionné l'INSEE. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit, l'INSEE? L'INSEE, elle m'a dit que les marges au global dans l'économie des entreprises, tous secteurs confondus, n'avaient jamais été aussi hautes. On a atteint un niveau historique. Concernant les TPE et les PME, il y a un décrochage évident entre les grands groupes et les petites structures économiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les comment ils font les petites entreprises pour payer les salaires? Les employeurs du CAC 40, pas les charges, vous allez écraser les PME. Les TPE vont être écrasés par votre politique. Écrasé par votre politique. C'est l'URSS en Monsieur Penel, est-ce que je peux faire une phrase? Parce que je pense que je suis plus sérieuse que les deux personnes. La fille est très sérieuse dans le domaine économique. Monsieur Penel, excusez-moi. Non, mais on va me laisser parler quand même. Je suis la seule femme du plateau aussi. Merci, j'aimerais bien pouvoir faire une phrase en entier. Justement, pour les TPE-PME, pour les TPE-PME, on propose une caisse de péréquation sur les cotisations patronales pour les alléger par rapport à celles des grands groupes. Ça veut dire en gros qu'elles paieraient moins de cotisations patronales par rapport aux grands groupes à salaire égal, pour les aider justement à augmenter les salaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on propose? Ce que personne ne dit, c'est qu'on propose un impôt sur les sociétés différencié en fonction de la taille de l'entreprise et de son chiffre d'affaires. Et on propose enfin de revenir aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, justement parce que l'énergie a étranglé toutes les TPE et les PME, notamment les PME industrielles de notre territoire. J'ai été en lien avec toutes les fédérations des PME industrielles. Elles sont vent debout. Les TPE craignent votre arrivée au pouvoir, madame. Contre la libéralisation du marché. Laissez-moi finir. Elles sont vent debout contre la libéralisation du marché qui a été poursuivie par Emmanuel Macron, bien sûr. Moi, j'ai passé mon mandat de 2 ans à discuter avec toutes les TPE industrielles et les PME industrielles de l'emballage, de la fonderie, de la mécanique. Pas du tout. Les boulangers, les artisans sont très inquiets de l'arrivée au pouvoir de la LFI. Qui était aux côtés des boulangers pendant la crise? C'était moi. Vous allez les faire mettre la clé sous la porte. Bien sûr que non. Qui était aux côtés? Vous proposez n'importe quoi. Monsieur, vous m'écoutez? C'est sérieux ce que je dis. Ça va bien se passer, madame. Ne vous énervez pas, on vous sent un petit peu stressé. S'il vous plaît, un peu de respecter vos concurrents, monsieur Penel. Vous êtes agressif depuis 2 ans au Parlement. Vous arrêtez pas de agressif encore une fois. Vous me ressortez une phrase de monsieur Darmanin qui est profondément sexiste. Vous êtes agressif, on vous a vu à l'Assemblée nationale très agressif. S'il vous plaît, on peut faire une pause de secondes. S'il vous plaît, merci. Est-ce que... Simplement. Est-ce qu'on peut échanger? Est-ce que le Rassemblement national peut proposer? Il est arrivé en tête. Nous sommes arrivés en tête dans la circonscription avec plus de 40% des voix. Il s'agit aussi d'écouter le parti qui peut aujourd'hui l'emporter aux élections nationales. Bien entendu. Bien sûr. Si entre le bruit et la fureur, la raison et la pondération peut se faire entendre, moi j'avais une question. Madame Dufour, vous dites, pour les PME et les TPE, on va créer une caisse de compensation, de péréquation. Donc vous allez mettre encore un machin administratif avec des gens qui... Attendez, laissez-moi finir ma question. Vous allez mettre un machin administratif au-dessus des PME, TPE, géré par des gens, des fonctionnaires qu'il va falloir payer en plus, pour gérer la péréquation entre les TPE et les PME et les grands groupes? Mais écoutez, monsieur... Répondez à ma question. Il y aura des gens qui seront salariés pour ça. Ça vous pose problème? Ça me pose problème qu'on rajoute de l'administration sur les PME et les TPE qui n'en peuvent plus. Oui, ça me pose problème. Ça n'a rien à voir. C'est pas elles qui vont payer le coût de ce système. Mais qui va le payer? Là, aujourd'hui, les TPE, PME, elles en peuvent plus. C'est dans vos 300 milliards d'augmentation des impôts? Laissez-moi finir le bilan que j'ai fait. C'est dans vos 300 milliards d'augmentation des impôts? Monsieur, c'est pas 300 milliards. C'est pas 300 milliards. C'est pas 300 milliards, vous mentez. C'est 250 milliards. Non, c'est de la calomnie, vous mentez. Le chiffrage, c'est 100 milliards et le chiffrage. Non, 100 milliards, c'est celui du RN. Non, c'est 100 milliards. Le chiffrage est en train d'être. C'est 3100 milliards de dettes. Mais c'est pas moi. Tous les impôts augmentent avec vous. Non, mais attendez, tous les impôts vont augmenter. Les recettes vont augmenter, les dépenses vont augmenter et ça va faire un cercle vertueux. Les recettes vont augmenter, les impôts vont augmenter, c'est ça que vous venez de dire. Laissez-moi finir une phrase. Les TPE, PME, elles me le disent, je vous l'ai dit, j'ai passé 2 ans à leur côté. Elles n'en peuvent plus de la politique d'Emmanuel... Bien sûr, dans ma circo, évidemment. Elles n'en peuvent plus de la politique d'Emmanuel Macron qui est profondément injuste
envers ces structures économiques. Pourquoi ? Parce que les grands groupes, aujourd'hui, c'est ceux qui sont largement gagnants de la politique d'Emmanuel Macron. Proportionnellement, ils payent moins d'impôts que les TPE et les PME en France grâce aux 100 milliards de niches fiscales et sociales que vous avez mis en place, où qui sont captés, supprimer, ça dépend. Ça dépend au cas par cas. Pour les secteurs industriels qui ont besoin d'être localisés, ça se réfléchit. Mais aujourd'hui, c'est 60% des crédits d'impôt qui sont captés par les grands groupes. Vous menez une politique inégalitaire en défaveur des petites structures économiques, elles le disent tous. Et bien justement, et surtout, elles veulent que les gens aient du pouvoir d'achat pour pouvoir venir consommer chez eux. Les petits boulangers, il faut s'arrêter, vous savez, madame. Je sais que vous avez un problème avec la démocratie. La démocratie, c'est aussi laisser parler. Vous allez améliorer le pouvoir d'achat en montant les impôts. C'est ce que vous proposez. Justement, sur les TPE-PME que vous avez à cœur de défendre, visiblement. Oui, visiblement, bien. C'est bon. On sait tous ici, les spécialistes savent très bien que si la LFI arrivait au pouvoir et si M. Mélenchon arrivait au pouvoir, ça serait la ruine économique. Ne commentez pas le programme des autres, dites le vôtre. Ce sera plus intéressant pour les électeurs également. La démocratie, Madame Dufour, vous avez des difficultés avec, c'est aussi laisser parler ses adversaires. Il y a un problème de démocratie interne chez LFI. Bon, laissez-vous tous parler comme ça. Sur les TPE et les PME, c'est avant tout l'augmentation des salaires. Nous proposons depuis longtemps au Rassemblement national, et c'est une mesure que nous appliquerons dès le mois d'octobre avec le projet de loi de finances, c'est d'augmenter les salaires de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC. C'est-à-dire pas uniquement pour tous ceux qui touchent le SMIC. Si vous touchez 2000, 2500, jusqu'à 3 fois le SMIC, vous verrez augmenter votre salaire de 10%. En échange, le patron des PME, des TPE, il le demande, verra baisser ses charges de 10%. C'est gagnant-gagnant. Tout le monde en veut. Parce que vous savez, ce que veulent les Français, c'est l'augmentation des salaires. Quand vous arrivez, excusez-moi Madame Dufour, quand vous arrivez chez votre banquier pour un prêt à la consommation de 5 à 6%, que va regarder le banquier ? Votre feuille de salaire et votre salaire net. Eh bien, si vous avez 10%, ce n'est pas une prime Macron, encore une fois, si vous avez 10% d'augmentation de salaire, vous pourrez avoir une petite marge et vous aurez du pouvoir d'achat. Et le patron, lui, il n'attend que ça. Il attend de pouvoir payer ses salaires, ses salariés honnêtement et justement. Et en plus, lui, ça le libérera de cette surcharge administrative, ces normes absolument infernales qu'on lui a imposées depuis des années. Et c'est vraiment un rapport gagnant-gagnant. Donc, c'est une proposition faisable, largement faisable, qui sera financée à partir du mois d'octobre. Et nous y tenons tout particulièrement. Oui pour les petits patrons, les PME et les PMI. Et puis, bien sûr, oui pour les salariés qui verront leur salaire augmenter de 10%. Juste un mot très bref. Vous venez de faire allusion à la prime pouvoir d'achat que j'ai utilisée, moi, comme responsable d'entreprise il y a quelques années. Et la prime pouvoir d'achat, c'est un très bon outil qui permet de donner du complément de pouvoir d'achat à ses salariés. Et nous proposons d'augmenter son plafond, de le monter à 10 000 euros. Elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Mais oui, mais Madame Dufour, l'obligation, le boss plan. Vous parlez, Monsieur Bonneter. Oui, elle s'appelle la prime pouvoir d'achat, c'est son nom. Il n'y a que 20% des salariés en France qui l'ont touché. Les choses obligatoires en Union soviétique peut-être, mais les choses obligatoires pour les entreprises. Mais arrêtez de parler de l'Union soviétique, ça n'existe plus. Ben oui, mais enfin, vous avez l'air de vous en respirer beaucoup sur votre logiciel. Et donc, cette prime pouvoir d'achat, elle donne du pouvoir d'achat concrètement, tout en étant exonérée de charges. Et donc, c'est un très bel outil. Si je peux juste rebondir sur très rapidement, parce qu'après, on va passer aux cartes blanches. Sinon, on n'aura pas le temps. Non, parce que la différence entre la caisse de péréquation Monsieur Penel, qui vise exactement à baisser justement les cotisations patronales pour les TPE-PME, c'est sur qui on fait peser le coût de cette baisse. Vous, ce que vous proposez, c'est juste baisser les cotisations patronales et donc baisser la sécurité sociale. Et donc, vous allez m'expliquer comment on revient sur la réforme des retraites. Alors, je sais que vous avez décidé... Depuis ce matin, c'est un petit peu plus compliqué au Parti Socialiste, parce qu'au Parti Socialiste, on n'est plus pour la réforme des retraites. On va partir vous avez décidé... En fait, vous avez menti aux Français, vous avez dit que pendant... Si l'année dernière, vous avez dit que vous reviendrez sur la réforme des retraites. Et en fait, on apprend que vous ne le ferez pas, M. Barbara. Les Français qui ont commencé à travailler en 17, 18, 19 ans partiront en retraite à 60 ans. Je suis dans ma maison, j'y arrive même plus. Non, mais les Françaises et les Français doivent comprendre qu'il y a arnaque. Arnaque sur la réforme des retraites, ils ne reviendront pas dessus. On en reparlera parce que là, en fait, vous êtes en avance en temps de parole, Madame Dufour aussi, donc c'est important de respecter aussi les temps de parole de chacun. Donc avant de s'intéresser au deuxième thème, on va passer aux cartes blanches. Comme ça, vous aurez la parole. Chacun votre tour. On vous a demandé à chacun de choisir un sujet, un thème crucial, selon vous, à défendre à l'Assemblée nationale. Si vous êtes élu, on commence dans l'ordre alphabétique
énergétique par vous, Laurent Bonnetter. Merci beaucoup. Alors j'ai fait allusion tout à l'heure parce que c'est un pendant du pouvoir d'achat. La 4e circonscription, je l'ai dit, moi j'y vis et j'y travaille depuis 20 ans, c'est une circonscription d'habitants qui aiment travailler, qui veulent travailler et qui ont l'habitude de travailler dans l'industrie. On a eu des drames industriels. Moi j'étais aux portes des entreprises qui fermaient, Molex, évidemment la raffinerie. On était avec eux, on a vécu, ils sont dans nos communes, on les connaît bien. Et en même temps, il y a des bonnes nouvelles, il y a de la réindustrialisation. Et malheureusement, il y a des gens qui s'opposent à cette réindustrialisation. C'est le cas de Madame Dufour, le maire de Petit-Couronne le rappelle très souvent. Lorsque Amazon a voulu installer un grand entrepôt logistique à Petit-Couronne, créer 1700 emplois de logistique, c'est pas cochon la logistique, c'est important, la logistique c'est de l'emploi. Vous y êtes opposés. Les habitants de Petit-Couronne que j'ai rencontrés vous en veulent beaucoup pour ça. Vous avez été suivis un peu de manière non étonnante finalement par le président de la métropole qui a fait voter la métropole contre Amazon. Au final, vous avez gagné quoi? On n'a pas Amazon, on a un entrepôt logistique qui va arriver au même endroit, qui va créer moins d'emplois et votre idéologie a gagné, on n'a pas le nom d'Amazon sur la porte et on a 600 emplois ou 800 emplois de moins. Donc moi je veux qu'on crée des emplois. Ce sont vos amis aussi qui ont fait des recours sans fin contre l'arrivée d'un entrepôt Ferrero à Cricbeuf. Ferrero, c'est un acteur majeur du territoire. Ferrero, c'est un des seuls grands groupes qui a son siège dans la métropole de Rouen, à Mont-Saint-Aignan. C'est un des seuls grands groupes qui a une belle usine, une grande usine, pas le seul heureusement. Il y a beaucoup de grands groupes qui ont des sites de production, mais qui a son usine de production à Villers-et-Cales et nos habitants travaillent aussi chez Ferrero. Et ils ont des entrepôts logistiques qui sont aujourd'hui dispersés sur le territoire, à Grand-Quevilly, à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Ils veulent se regrouper, vous les avez empêchés d'aller à Cricbeuf. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont aller à Cléon, au Moulin 4, en face de l'usine Renault. C'est une très bonne nouvelle. Et donc moi, comme député, si demain je suis député, je me battrai pour l'emploi industriel, pour l'emploi des services, pour l'emploi sur la circonscription. Alors, vous voulez réagir, Madame je vais réagir parce que je suis directement ciblée. Alors sur Cricbeuf, déjà, j'y suis pour rien. Deuxièmement, il y avait des écolos qu'on fait. Il y avait une espèce protégée sur le site. Justement, ils vont s'implanter à Cléon. Je suis favorable à l'implantation à Cléon, donc il n'y a aucun problème. Sur Amazon, Monsieur Bonnetter, vous savez combien d'emplois ont été détruits par l'expansion du e-commerce sous la houlette d'Emmanuel Macron depuis 10 ans. 85 000 emplois en solde net. Ça veut dire que vous ouvrez une zone commerciale. Laissez-moi finir. Comme disait Coluche, si les gens n'achetaient pas, ça ne se vendrait pas. Les gens, ils vont sur le e-commerce. C'est incroyable. Les gens vont sur le e-commerce parce que ça existe. L'entrepôt, c'est la conséquence du e-commerce. Une phrase. Vous ouvrez une zone commerciale à côté de votre ville qui fait concurrence directement aux zones commerciales et aux emplois dans les zones commerciales, qui fait concurrence aux petits commerces. C'est évidemment Amazon qui, peut-être que je vous l'apprends, fraude la TVA sur sa place de marché depuis une dizaine d'années. Nous avions des raisons parfaitement économiques et sociales de s'opposer à ce projet. Ensuite, vous dites que vous êtes pour les industries du territoire. Je ne vous ai pas vu aux côtés de Renault. Aux côtés de Renault, dont les employés sont terrifiés par la suppression des effectifs. Parce que moi, depuis que je suis élue, on a passé en dessous de la barre des 3 millions. Je vous ai pas vu chez Ibusco. Oui, et moi, je vous ai pas... On ne va pas faire l'inventaire de qui était où, parce que sinon on n'a pas fini, mesures qu'on pose pour conditionner les aides publiques aux grands constructeurs automobiles, justement pour qu'ils fabriquent Madame Dufour, ça va être votre carte blanche. Made in France, accessible aux classes populaires. Et enfin, sur la chapelle d'Arblay, vous n'êtes jamais intervenu non plus pour qu'ils réouvrent l'usine. On s'est battu aux côtés du président de la métropole, Nicolas Meyer-Rossignol, pour qu'elle rouvre. Elle n'a toujours pas rouvert. Et est-ce que vous êtes au courant que Ferrero, le sous-traitant, va faire un plan social ? Là, à l'instant, vous nous parlez de création, vous ne parlez même pas de destruction. Il y a 25 000 emplois qui sont menacés dans l'industrie par les PSE cette année sous l'ère d'Emmanuel Macron. Ce que vous dites sont des mensonges. Allez-y, ouvriez la zone industrielle. Sinon, vous allez avoir... Là, je vous terminez sur ce sujet, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas de sous-traitant de Ferrero dans la à Grand-Quevilly, bien sûr que si. Vous vous moquez de moi ou quoi ? Vous connaissez bien la circonscription. Alma Dufour, je voudrais que vous passiez à votre carte blanche, s'il vous plaît, parce que sinon vous allez avoir trop de temps et vous n'aurez pas le temps de terminer. Non, mais en même temps, si on me cible spécifiquement sur une carte blanche... Vous êtes députée sortante, madame. Il faut assumer son bilan. Qu'est-ce que vous avez choisi comme carte blanche ? Donc ma carte blanche, c'est celle du logement. Celle du logement parce que depuis que je suis élue, je me tiens aux côtés des habitantes et des habitants qui traversent une grosse crise du logement. On parle de logement insalubre, y compris chez vous, Monsieur Bonnetter, à la Mare-aux-Bœufs, par exemple, où j'ai dû intervenir parce que les travaux n'étaient toujours pas faits depuis 2 ans. On parle de personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite qui sont bloquées dans des immeubles qui n'ont pas d'ascenseur. On parle d'un taux d'attente moyen à Grand-Quevilly pour des logements sociaux de 2 ans. On parle de 37% seulement des demandes dans le logement social qui sont satisfaites et globalement d'un coût du logement qui explose et qui étrangle les gens. C'est aujourd'hui un des principaux facteurs de la pauvreté des salariés en France et évidemment dans la 4e circonscription. Dès que je mets les pieds dans une porte quelque part, on me parle du logement, soit du mauvais état du logement, soit du coût de logement, soit évidemment des deux. Ce que nous on demande,
Et contrairement à ce qu'a fait Emmanuel Macron, parce que depuis qu'il est au pouvoir, il y a eu une diminution par 2 du nombre de logements sociaux construits et une diminution par 2 aussi de la construction, même dans le privé. Donc il faut faire un plan de relance massive de construction de logements sociaux et de rénovation pour les logements existants. C'est une urgence absolue qu'on arrive à mettre aux normes tous les logements de la métropole de Rouen, justement parce qu'on a une population vieillissante et que ça devient un vrai problème. Monsieur Bonnetter, vous répondez sur Caudebec, mais ensuite c'est Monsieur Penel, parce qu'on ne l'a pas entendu. Juste un mot, oui, mais je viens d'être cité sur Caudebec. Alors, bon, sur le logement et le logement social, c'est un secteur que vous connaissez très bien, vous le savez. J'ai été le directeur général d'un des plus gros bailleurs de la circonscription, que Vie Habitant en l'occurrence. Vous étiez socialiste. Après aussi. Mais je renie pas mon passé socialiste. Vous savez, j'ai connu le Parti socialiste au-delà de 25% et la dernière candidate socialiste au présidentiel a fait 1,5%. Donc les électeurs socialistes, comme les élus socialistes, ils sont allés ailleurs. Oh, le vent, vous savez. Non, je crois pas. Vraiment pas. Je vais là où mes convictions me portent. Sur le logement, vous faites allusion. Sur le logement à Caudebec. On y était ensemble à cette réunion. Je suis venu vous accueillir. Oui, justement parce que vous étiez gêné que je sois là, que je sois obligée d'intervenir dans votre Madame Dufour. Bon, allez-y, on parle d'un ensemble, d'un bailleur social, et on a eu plusieurs fois cette discussion. Vous avez mis beaucoup de pression sur les bailleurs sociaux, parfois à juste titre, parfois à tort. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur les bailleurs sociaux et pour les gens qui travaillent, qui se démènent pour leurs locataires. Et je vous ai dit plusieurs fois, Madame Dufour, si je peux finir, parce que je vous ai dit très souvent que le sujet principal du logement indigne, du logement insalubre, vous savez, sur le permis de louer, Caudebec est en tête des villes de la métropole. Vous pouvez demander à vos amis de la métropole, à M. Meyer-Rossignol, même ça, il est obligé de le reconnaître. On est la ville qui agit le plus sur l'insalubrité du logement dans le domaine privé, et c'est là-dessus que je vous dis depuis 2 ans de vous battre sur le logement indigne dans le logement privé. Et les bailleurs sociaux, ils font majoritairement leur boulot, et quand ils ne le font pas, évidemment, on intervient. J'ai 2 cartes à répondre. Excusez-moi, c'est à vous, profitez. Oui à l'industrialisation, oui à l'industrie. On a abandonné l'industrie au profit des services. Au profit de la finance, M. Macron a abandonné l'industrie française. C'est un territoire effectivement ancré et très industriel. Aujourd'hui, nos industriels sont matraqués par les normes de plus en plus absurdes et contraignantes, les normes vertes en fait, qui les épuisent et qui les fatiguent. La France, si elle redevient une puissance industrielle, elle redeviendra une puissance mondiale. Voilà, il n'y a pas que le tourisme, il n'y a pas que les services, il y a aussi l'industrie. C'est générateur d'emplois, c'est générateur de PIB, c'est générateur de richesses et de salaires relativement assez élevés. Sur le logement, pour répondre avant de faire ma carte blanche, Madame Dufour, il y a quelque chose qui me frappe, c'est encore une fois, ce sont les normes. On va imposer aujourd'hui à des petits propriétaires de renouveler en fait le parc de leur logement, c'est-à-dire on leur impose en fait encore une fois des normes G, F. Avec des aides quand même très conséquentes. Oui, ils n'ont pas d'aide. Et dans la réalité, ça bloque ces petits propriétaires qui n'ont pas les moyens de faire les travaux. Ils n'ont pas les moyens de faire les travaux, donc à partir de là, ils de la rénovation énergétique. Ils ne pourront pas, non, parce que c'est bien plus compliqué que ça, vous le savez. Il faut monter des budgets administratifs, des dossiers administratifs infernales. Non, ça bloque réellement l'accès au logement. Vous avez aujourd'hui, madame, vous avez aujourd'hui des milliers de logements partout en France qui sont paralysés et qui sont prisonniers parce que bien sûr de la rénovation énergétique. Mais là, on avait un diagnostic traditionnel qui était encore valable il y a 4 ou 5 ans. Maintenant, c'est absolument dingue, c'est absolument infernal. Donc il faut revenir entre autres. Et oui, il faut du logement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ma carte blanche maintenant peut-être, puisque j'ai non, mais même par rapport au logement, très rapidement, une fois que vous avez dit le diagnostic, il est ingérable pour les gens. Oui. Comment on fait? On diminue les normes et on diminue on reste en fait un diagnostic qui était raisonnable et on n'augmente pas les aides. Mais des aides, toujours des aides. Donc qui va payer les aides? C'est l'État. Mais les gens n'ont pas les moyens. Je pense que des logements, quand ils sont encore en diagnostic, comme ils avaient il y a 4 ou 5 ans, sont là encore évidemment largement louables. Voilà, voilà, de l'administration, de la paperasse, du papier, des dossiers qui durent des mois, ça va épuiser des milliers et des milliers de petits propriétaires qui ne veulent que louer leur appartement et des locataires qui sont prisonniers parce qu'en plus on a une augmentation absolument spectaculaire parce que quand vous avez fait en fait tous ces travaux dans votre appartement ou dans votre petit logement, eh bien le loyer en fait s'en retrouve extrêmement élevé. C'est-à-dire on a des loyers encore plus chers. Donc en fait, voilà, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Là on peut agir très concrètement et assez rapidement, on reviendra justement sur ces diagnostics. Vous oubliez quand même qu'une personne sur 5 a froid dans son logement. Le problème de la rénovation énergétique, c'est pas que l'écologie, même s'il faut faire des économies d'énergie, parce qu'on est sincèrement dans le pétrin sur ce sujet-là. Même l'autorité de sûreté nucléaire, si vous voulez parler du nucléaire, le dit. On a 10 ans pour réduire la consommation énergétique. Mais aussi, on a une précarité énergétique dans le logement qui est phénoménale.
phénoménal. Un habitant sur 5 dit qu'il souffre de froid dans son logement. C'est à ça que ça sert la rénovation. C'est absolument vrai. Si je peux juste dire une phrase, parce que vous avez cité un quartier tout à l'heure en le stigmatisant, la Mareux, c'est le quartier sur lequel on a le plus investi. Mais non, on les a pas laissés seuls. On les a visités, c'était compliqué. Vous êtes là que depuis 2 ans, madame, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses avant que vous arriviez. Et le quartier de la Mareux, c'est celui sur lequel la ville de Caudebec, la métropole de Rouen et le bailleur Logéal ont investi le plus, notamment pour mieux isoler les logements, qui sont des très beaux logements avec des très belles vues, avec des très beaux espaces, mais qui étaient très déperditifs. Mais si, c'est concret, c'est des millions d'euros. C'est des millions d'euros investis à la Mareux. J'arrive quelque part. Vous arrivez et vous découvrez à la fin qu'il reste un chantier. Malheureusement, le temps nous est compté. Monsieur Pénel, avec votre carte blanche. Je pense qu'il faut revenir à des sujets essentiels. Et dans la circonscription, malheureusement, et comme dans l'ensemble du territoire, les Français sont inquiets, particulièrement inquiets sur la politique migratoire. Donc extrêmement rapidement, nous mettrons en place une politique extrêmement ferme pour lutter contre cette folie migratoire qui a pris des proportions inconscientes. C'est 450 000, madame, à 500 000 cartes de séjour qui sont délivrées par an en France, sans compter les clandestins. On a des chiffres absolument conséquents. Ça a des conséquences sur notre identité, sur notre culture, sur notre sécurité. Ça a des conséquences sur le savoir-vivre. Ça a des conséquences sur les comptes sociaux. Ce n'est plus possible. Que proposons-nous ? Oui, ça coûte cher, madame, l'immigration. Je vais vous donner un exemple très, très précis. Vous savez qu'il existe l'AME, c'est l'aide médicale d'État. Alors, c'est extraordinaire, peut-être qu'effectivement, on va la supprimer. Ça permet aux clandestins qui arrivent du monde entier de bénéficier des soins gratuits, des frais hospitaliers, des soins dentaires gratuits. Ils ont une carte, en fait, ils ne payent rien. 1 milliard 300 millions. Je débat avec vous, madame, ou alors je débat avec madame Dufour. Oui, donc on les supprime. On les supprime. Pourquoi ? Parce que c'est totalement injuste. Vous avez des Français, en fait, qui ont du mal à payer leurs médicaments, à qui on va dire c'est plus remboursé, à qui on va demander 5 € supplémentaires pour un spécialiste. Et puis vous avez des situations absolument invraisemblables. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous avez des centaines de milliers de Français, en fait, qui vivent en situation de handicap et beaucoup qui ont des petits en situation de handicap. Il leur faut des dossiers d'1 an pour obtenir quelques centaines d'euros. Eux, avec leur carte de l'AME, ils ont automatiquement ces banco quand ils arrivent chez un médecin pour avoir des lunettes. 1 milliard 300 millions. Est-ce que c'est pas une sécurité, monsieur Pénel, quand même, que de faire un bilan médical de gens qui arrivent d'autres pays Madame aussi Lecomte, évidemment, pour la situation sanitaire. Quand il y a des frais, quand il y a des situations d'urgence, bien sûr, mais ce n'est pas tenable et c'est profondément injuste. On supprimera le droit du sol. Vous savez, la nationalité française... ça s'hérite. Donc suppression de l'AME et suppression du droit de du l'AME, sol. de l'aide médicale d'État, suppression du droit du sol, bien sûr. Oui, bien sûr. La nationalité française, ça s'hérite, ça se mérite, mais c'est pas automatique. Est-ce qu'on peut garder 2 nationalités ? Oui, pourquoi ? Parce que ça permet en fait d'expulser plus facilement les OQTF que le camp Macron n'a absolument du mal à les faire expulser. Vous savez en fait que énormément de délinquants, notamment étrangers, sont sous OQTF. Tenez, regardez, à la synagogue de Rouen, c'est un OQTF, c'est-à-dire une personne qui devait quitter le territoire, un Algérien qui a commis un attentat contre la synagogue de Rouen. Vous avez des milliers d'OQTF, que l'on pourrait expulser dans le mois qui vient. C'est une question de volonté politique, madame. Une question de volonté politique. Je suis comme Bénédicte, je ne pose que des questions, hein, mais quand vous voyez en fait que vous avez des gens qui sont certes sous OQTF, mais en fait que leur pays d'origine ne veut pas les récupérer. On peut rien faire alors. Mais ça n'a rien à voir avec la nationalité, monsieur Pénel. Ce sont des négociations d'État à État. Sinon, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Nous, on propose des solutions concrètes. Honnêtement, je trouve votre discours absolument abject. Parce que moi je suis... vous, c'est l'immigration massive. Non, je suis élue. Non, voilà. Déjà, c'est absolument pas massif. On a lu votre programme. On a lu votre programme, madame. C'est l'ouverture totale des frontières. L'ouverture totale des frontières. C'est insupportable de débat. C'est ça la démocratie pour vous ? Vous me laissez pas parler depuis le début, madame. Vous me laissez pas parler depuis le début du plateau, monsieur. Vous avez du mal. Vous avez beaucoup de temps d'avance, madame. Allez-y. Vous avez beaucoup de temps d'avance. Est-ce que vous arrêtez pas de m'interrompre, monsieur ? Non, là, c'est bon. Donc, moi, je suis élue sur une circonscription où les gens... Il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration, soit qui sont arrivés eux-mêmes en France en n'étant pas nés en France, soit qui ont des parents étrangers. Ce sont des communautés qui vivent ensemble, à Elbeuf, à Canteleu, à Grand-Quevilly, à Maromme. Honnêtement, ça fait la richesse de notre territoire et j'ai honte
de vous entendre prononcer un tel discours parce que c'est des gens qui sont là pour bosser dans les usines, qui sont là pour bosser dans les EHPAD. Il ne s'agit pas de remettre en question, en fait, j'ai la directrice d'un EHPAD qui aujourd'hui ne trouve personne et qui demande à la préfecture la régularisation d'une femme qui a un diplôme d'infirmière et qui voudrait pouvoir travailler à l'EHPAD de la Ruche, par exemple, parce que ces gens-là viennent aussi pour nous aider. Vous dites que ça coûte de l'argent, c'est pas vrai. L'équilibre global, non, parce que les personnes qui arrivent, excusez-moi, laissez-moi finir, les personnes qui arrivent, ça coûte de l'argent. Les personnes qui arrivent, Monsieur Penel, elles sont en âge de travailler. Vous-même qui disiez que la réforme des retraites était nécessaire parce que il y avait un problème d'actifs. C'est un truc de fou. Parce qu'il y avait un problème d'actifs par rapport au nombre de retraités. Or, les personnes qui arrivent sur le territoire français sont en âge de travailler, ce qui fait, monsieur, que l'équilibre global sur les comptes public et positif. Et c'est ça que vous ne voulez pas dire aux gens. Vous voulez ouvrir les frontières, détruire notre identité, notre culture et le bien-être des Français. C'est vraiment difficile de dire un mot lorsqu'on est dans un équilibre et la raison dans ce débat. Le bruit, la fureur des deux côtés. D'ailleurs, vous prouvez assez bien qu'on ne fera pas barrage à un extrême en allant vers l'autre extrême parce que votre l'extrême centre. Est-ce que je peux finir une phrase dans la machine en disant ça? Est-ce que je peux finir une phrase? D'abord, Madame Dufour, moi je ne suis pas élu sur une circonscription. Je suis élu dans une circonscription et je vis avec les gens. Donc vous pouvez pas dire. Moi, je partage pas du tout les solutions de Monsieur Penel. Mais vous pouvez pas dire que le constat que fait Monsieur Penel de l'inquiétude de nos habitants vis-à-vis d'une immigration qui les inquiète dans son aspect le plus irrégulier et le plus. Il y a beaucoup de personnes en situation irrégulière sur la circonscription. Mais on le sait pas, parce qu'ils sont en situation irrégulière. Est-ce que je peux finir deux phrases? Deux phrases parce qu'après on passe au deuxième thème en plus. Donc rapide. Je veux m'opposer à un certain nombre des solutions de Monsieur Penel. Évidemment. Je veux m'opposer à la suppression de l'aide médicale d'État parce que c'est pas un problème de droits sociaux, c'est un problème de santé. Tous les médecins, y compris des médecins proches de la droite la plus dure, disent soins d'urgence, des frais dentaires, non. Tous les médecins c'est très rare d'avoir l'AME pour des frais dentaires. 1,3 milliard pour tous les médecins disent et les soignants disent qu'il ne faut pas toucher à l'AME. On peut la réformer, on peut la regarder, mais il ne faut et la modifier, mais il ne faut pas la supprimer parce que ça protège la santé des Français. Point 1, point 2. Point 2, il n'y en a que deux. Sur les OQTF, la France a beaucoup de mal à expulser ces OQTF, mais elle est quand même le pays d'Europe qui le fait le mieux, donc il faut encore progresser. 7%. Oui, 7%, mais c'est ridicule. Mais bien sûr que c'est pas assez, monsieur. Mais 7%, c'est ridicule. Et sur l'accord franco-algérien, aujourd'hui, dans le débat public, la seule personnalité importante qui a mis la modification de l'accord franco-algérien, qui est un accord dérogatoire et qui crée des filières d'immigration clandestine, illégale ou parallèle, ou trop rapide, c'est Édouard Philippe qui a proposé la suppression ou la réforme de cet accord franco-algérien, et ça, je le porte. Alors, on a un deuxième thème à voir. On a 4 minutes pour le faire, donc ça va être très simple. 1 minute 25 chacun, et puis on y va. C'est un thème qui préoccupe évidemment aussi les Français. C'est le troisième thème qui préoccupe le plus les Français, même derrière le pouvoir d'achat et la pauvreté, c'est celui de la sécurité. Plus de 3/4 des interrogés jugent le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron peu convaincant, selon un sondage paru dans le journal du dimanche. Le président Macron a indiqué que la sécurité serait la priorité à quelques semaines des Jeux Olympiques. Je voudrais vous entendre, Guillaume Penel. La sécurité, c'est un de vos thèmes favoris, à part les petites phrases qu'on entend habituellement par tous. Les Français veulent le retour de l'ordre, de l'autorité. Ça va se traduire comment très concrètement? Ordre et autorité, bien sûr. Voilà, les chiffres dans l'agglomération de Rome et partout en France sont devenus catastrophiques. Voilà, on a des situations dramatiques, des agressions, des viols. On a appris encore ce matin qu'une jeune fille de 12 ans a été violée parce qu'elle était juive en région parisienne. Des attaques au couteau, plus de 130 chaque jour. Les cambriolages dans la ruralité, ça a pris des proportions folles. Alors, tout de suite, comment il faut agir? Comment il faut agir le plus vite possible? Le retour des peines planchées. Vous payez si vous cassez. C'est la tolérance zéro. Comme Gabriel Attal, vous avez un petit larcin, voilà. Eh bien, vous êtes emprisonné pendant une semaine, et ainsi de suite. Ensuite, si vous êtes mineur récidiviste, pour la première infraction. Pour la première infraction.
Sur les mineurs récidivistes, et combien de fois, en fait, on apprend en fait, que c'est la 8e, la 20e, la 25e arrestation, on ne peut rien faire. Eh bien, on coupe les allocations familiales aux parents. Vous avez des voyous, des délinquants, de la racaille, en fait. Ils ont des actes d'incivilité et un casier judiciaire grand comme celui-ci. Eh bien, les logements sociaux, c'est terminé. C'est terminé, parce que mon bras, il est grand, vous voyez, parce qu'il y a certains, en fait, qui ont des casiers judiciaires absolument considérables. Il n'y a plus de logements sociaux. Et puis après, dans un second temps, il va falloir revenir sur la politique pénitentiaire et soutenir nos forces de l'ordre. Vous avez ici quand même, je termine, vous avez quand même ici une représentante de la France insoumise qui a passé son temps à taper sur les forces de l'ordre, à avoir des propos particulièrement virulents et encourager les émeutes lors du mois de juin dernier. Encourager les émeutes, on peut citer vos tweets, c'est absolument inadmissible. Nous soutenons les forces de l'ordre coûte que coûte. C'est un renforcement moral, politique et financier en direction des forces de l'ordre. Sinon, vous n'aurez pas le temps de finir avec une minute de conclusion. Allez-y. Alors, je vais être très claire. Déjà, c'est faux. On n'a pas encouragé les émeutes. On peut citer votre tweet. On a essayé. On va laisser parler. Je le mettrai à disposition des Français sur le plateau tout à l'heure. On a essayé d'expliquer ce qui se passait avec l'affaire Naël, avec la question des violences policières dans certains quartiers. Je suis aux côtés des forces de l'ordre, mais je ne suis pas aux côtés... Il ne se passe jamais rien sans ce rapport de force. La fin justifie les moyens. Vous savez combien... La fin justifie les moyens. On ne comprend pas de quoi vous parlez exactement, M. Penel. Madame Dufour, encourager les émeutes. C'est insupportable. Encourager les émeutes du mois de juin suite à la mort de Jeanne Naël. On n'aura pas le temps de finir, en fait. Donc, allez-y. On peut vous citer, madame. Laissez-moi finir. Donc, il y a une question de sécurité, mais aussi pour les jeunes de quartier qui se font tirer dessus à coups de flashball. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Mais si 210 meurtres commis par des forces policières et seuls 10 ont pris de la prison ferme ces 20 dernières années. Vous savez le nombre de policiers qui sont agressés, qui sont suivis à leur domicile. Là, moi, je vais vous arrêter tous les deux. En fait, c'est simple. On va passer à 30 secondes pour M. Bonater. Madame Dufour, je suis désolée, en fait. Je ne peux pas faire une phrase. Je suis d'accord. Donc, ma solution, parce que moi, je suis aux côtés des citoyens de circonscription, c'est le renforcement de la police de proximité, parce que ce qui nous manque, c'est des effectifs policiers sur le territoire et les renforcements des moyens de la justice, parce que sans justice, il n'y a pas de police. On va en parler à votre suppléante qui est contre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces effectifs supplémentaires? Effectifs supplémentaires, il faut évidemment beaucoup d'effectifs. Mais laissez-moi finir. L'agglomération d'Elbeuf, le maire Djoudé Merabé demande des effectifs depuis 5 ans que votre gouvernement... De police nationale, des effectifs de police nationale sont arrivés. Il faut continuer à les augmenter. Il se trouve que nous avons des polices municipales sur le territoire elbeuvien. J'ai fait la proposition au maire d'Elbeuf, dont votre suppléante est une adjointe, de grouper les polices municipales, de nous coordonner. Ça a été refusé. La commune de Saint-Aubin n'a pas de police municipale, madame. Mais vous le savez pas, ils n'ont pas de police municipale. Ils n'en ont pas. Moi, je parle d'Elbeuf, vos alliés d'Elbeuf, ceux qui vous crachaient dessus ces 2 dernières années et qui maintenant se sont alliés à vous. Eh ben eux, ils ne veulent même pas coordonner les polices municipales. Eh ben moi, je veux renforcer les polices municipales. On arrive au terme du débat. On va laisser le mot à chacun. Avant ça, on va être complet. Il y a 2 autres candidats en fait qui se présentent dans cette 4e circonscription de Seine-Maritime. Regardez, Ingrid Losfeld pour Reconquête et Frédéric Potgutzer, extrême gauche, étiqueté extrême gauche par la préfecture, investi par Lutte ouvrière. Vous avez maintenant 1 minute pour convaincre chacun. On va procéder, Bénédicte. Par ordre alphabétique inversé. Cette fois, c'est M. Penel qui commence. Merci beaucoup. Eh bien, le 30 juin et le 7 juillet, vous avez le choix. Vous avez le choix entre des visions assez différentes. Vous avez le choix de l'extrême gauche, c'est-à-dire la ruine, le chaos migratoire et le chaos sécuritaire. Vous avez le choix de continuer avec la politique d'Emmanuel Macron, sa dette, le laxisme. On ne fait plus rien et on attend le déclin. Et puis... le Rassemblement national qui propose un large rassemblement qui est l'Union nationale et qui va pouvoir, dans le cadre de cette cohabitation, changer immédiatement les choses sur le pouvoir d'achat des Français, redonner du pouvoir d'achat aux Français, notre première priorité. La deuxième priorité, bien sûr, le rétablissement de l'ordre et de la sécurité. Et la troisième priorité, la lutte immédiate contre le chaos migratoire et contre l'immigration. Donc il faut surtout aller voter pour redonner de l'espoir et de la justice aux Français. Alma Dufour, c'est à vous. Moi, je pense que il faut que les gens comprennent que ce qui joue est historique. On est à la bascule. Notre pays est sur une bascule. On peut passer à l'extrême droite. Et l'extrême droite, c'est le fascisme. Et je le dis comme je le pense. Ce monsieur représente un parti qui a été fondé par des Waffen-SS et qui n'a jamais remis en cause son héritage antisémite. Je finirai par dire que justement, il y a une panique médiatique, on essaie d'attaquer de tous les côtés la nouvelle union de la gauche, le nouveau Front populaire, et notamment M. Bonater l'a fait, parce que ça fait peur aux tenants de ce système qui n'a fait qu'appauvrir les Français depuis 7 ans.
Nous sommes l'espoir. Les gens, au fond, le savent. Il faut un retour de la vraie gauche pour le pouvoir d'achat. Déjà une priorité, pour des conditions de travail dignes, pour de la justice, pour de la tolérance, pour la fraternité. Ils le savent, au fond d'eux-mêmes, en fait, que nous sommes l'avenir de ce pays, que nous pouvons gagner. Et on a besoin que toute la jeunesse, notamment, qui ne se reconnaît pas dans les discours odieux que vous avez portés, se mobilise le 30 juin, le 7 juillet. Et on peut y arriver tous ensemble. Merci. Et franchement, les gens pourront relever la tête. Merci, Madame Dufour. Pour finir, Laurent Bonnater. Le débat de ce soir, s'il en était besoin, a montré qu'on ne fait pas barrage à un extrême avec un autre extrême. Les invectives, la violence verbale, tout ça, c'est pas ma culture politique. Je crois que les habitants de la 4e circonscription, comme les habitants de la France entière, ont besoin de calme, de résolution, de gens sérieux, de gens qui connaissent leur dossier, de gens qui... excusez-moi, mais qui habitent parmi eux, les parachutés rouennais, les parachutés récents. Vous dites n'importe quoi. On laisse finir. Je parcours depuis 20 ans cette circonscription et ses communes, les grandes communes, les villages. Je suis le seul d'ailleurs à avoir fait le choix d'avoir un suppléant que je salue, mon copain Nicolas Amis, qui est maire d'une petite commune, Saint-Pierre-de-Manneville, sur la rive droite de notre circonscription, parce que notre circonscription, elle a 2 rives, la rive gauche et la rive droite. Il y a des villes et des villages. Et je crois que les gens savent la manière dont nous travaillons, la manière dont nous les écoutons et la manière dont demain nous porterons fortement et de manière très volontaire leur voix à l'Assemblée nationale. Que vous êtes la commune la plus endetée de la métropole. Merci à tous d'avoir participé à ce débat très animé. On va être obligé avec Bénédicte de vous couper. On sait, vous auriez bien aimé continuer. Prochaine soirée législative sur France 3 et France Bleu mercredi prochain. Ce sera à la même heure, 21h10 cette fois. On s'intéressera au département de l'Eure à 2 circonscriptions avec Grégory Tellu et Laurent Philippot de France Bleu. Merci Bénédicte d'avoir joué. Merci Émilie. Avec moi ce soir, c'était vraiment très agréable. On vous souhaite une très belle soirée sur France 3. Et sur France Bleu Normandie. Évidemment.